Ok, donc bonjour à tous. Donc bah voilà, je vais vous présenter les nouveautés Oracle DB23i sur JSON Relational Duality Views. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virgile Crevon, donc je travaille dans les équipes d'avant-vente chez Oracle France sur les solutions, donc ce qu'on appelle l'offre technologique, qui va inclure la base de données et Golden Gate, etc. Donc je vais démarrer assez vite sur la partie JSON. Donc la partie JSON, c'est un format de document qui est inclus dans la base de données depuis quelques années déjà. Donc c'est un format, c'est-à-dire qu'il obéit à des spécifications. Il est populaire parce qu'il est simple, hein, il est simple à utiliser. C'est un format qui est fait pour échanger des documents. Donc il y a des structures hiérarchiques, il y a des paires de clés-valeurs. C'est un format qui a une limitation, il ne peut avoir que 4 types scalaires. Il a des nuls, des booléens, des strings et des numbers. Donc, au niveau des spécifications, c'est assez clair. Il est devenu populaire parce qu'en fait, les développeurs l'ont beaucoup utilisé pour pas mal de choses, notamment pour la partie JavaScript, pour le développement de web apps, pour faire des appels REST et pour l'utilisation d'outils de développement. Aujourd'hui, je vous ai inclus ce petit slide parce que je voulais vous rappeler que la base Oracle, depuis plus de 20 ans, suit les tendances du marché. Dans certains cas, innove, dans certains cas, va s'adapter pour les utilisateurs, notamment les développeurs. Donc moi, je suis sur la base de données depuis plus de 25 ans et j'ai vu apparaître donc la prise en charge des documents XML. Donc depuis 1988, dans ma mémoire, c'était Oracle 8i. C'était plus l'an 2000. Donc peut-être qu'il y a une petite erreur sur le slide. Le XML, ça a été une révolution à son époque. Et depuis est apparu le format JSON. Alors, le format JSON, ça a été spécifié, défini entre 2002 et 2005. Et c'est apparu et supporté dans la base de données depuis la 12.1.02. Donc, depuis 2014. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années que Oracle supporte dans la base de données le format JSON. Donc, à chaque fois qu'il y a une release d'Oracle, il y a des améliorations. Les premières versions de l'implémentation de JSON dans les bases Oracle étaient, c'était du club, il y avait quelques fonctions, mais à chaque release, on a ajouté des nouvelles fonctionnalités comme de l'indexation, du search XML. On a amélioré le support du stockage pour que le format JSON soit de plus en plus performant dans son utilisation et le plus simple à l'usage. Donc, je voulais juste vous rappeler ça. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que on parle de bases documentaires, ce sont les bases orientées documents. Les bases orientées documents, c'est des bases qui vont utiliser le JSON comme support documentaire. Oracle supporte l'intégration des PDF, l'intégration des Word, etc. Mais dans une base documentaire, aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler. On va parler de l'intégration du JSON. Donc, comment on fait pour y aller dans Oracle? C'est assez facile. Vous faites un create table. Dans ce create table, vous avez une colonne que vous allez typer comme une colonne JSON. Et voilà, vous avez le support d'une collection documentaire. Ensuite, tout ce que vous allez faire des inserts. Dans ces inserts, vous allez formater du JSON. Et pour le requêter, c'est très facile. Vous utilisez la notation pointée. Alors la notation pointée, je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui pour faire des requêtages de documents JSON. Hein. Vous allez spécifier le nom de la colonne, le root et puis l'élément que vous voulez appeler. Donc c'est assez facile d'y aller dans Oracle, de créer du JSON, de créer des collections documentaires et de procéder à des interrogations. Si je vous rappelle ça, aujourd'hui on m'a posé la question, est-ce que Oracle supporte le JSON? Oui, Oracle supporte le JSON depuis plus de 10 ans.
Donc très important de le rappeler. Alors au-delà de ce que Oracle va pouvoir vous fournir à l'intérieur de la base de données, les index, les supports de type JSON, la performance, donc tout ça c'est ce qu'on appelle l'écosystème interne, hein, c'est tout ce qui va vous permettre de travailler en JSON dans la base de données, mais dès qu'on sort de la base de données, on va avoir besoin d'un système pour se connecter au JSON et exercer des manipulations. Alors on a toute une partie qu'on appelle les API documentaires. Donc les API documentaires, là on cite le SODA, le Simple Object Document Access. Donc c'est une API qui va simplifier les opérations, qui va vous dire, moi je veux poser un document, je veux avoir une opération qui s'appelle put document, je veux avoir une opération get, etc. Donc ça s'implémente en Java, en Python, en Node.js. On a aussi, ce qui est important de rappeler, c'est une compatibilité native avec MongoDB. Donc en fait, c'est avec le protocole MongoDB qui s'appelle MongoDB Wire Protocol. Donc ça va vous permettre, si vous avez aujourd'hui une application MongoDB, vous pouvez la débrancher, la brancher sur Oracle, et comme Oracle va comprendre le protocole MongoDB, vous allez pouvoir travailler comme si vous étiez dans un système Mongo, mais vous êtes sous Oracle. Au niveau de la deuxième partie d'écosystème, Oracle va vous fournir des accès SQL standardisés pour l'accès aux documents, des procédures stockées en JavaScript, Java ou PLSQL qui vont permettre de faire des opérations à l'intérieur de la base de données. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le troisième élément qui est important, c'est une cohérence acide totale entre tous les documents. Donc l'acidité, hein, c'est la consistance, l'isolation, la durabilité et l'atomicité. C'est le fait qu'à un moment donné, si vous faites des opérations sur des documents, si vous faites des jointures, par exemple, sur un graphe, comme l'a montré tout à l'heure Loïc Lefebvre, vous pouvez faire une jointure sur un opérateur graph match, récupérer les données, les insérer, le tout sur une seule commande, et tout ça, c'est consistant. C'est consistant, donc s'il y a un souci, on rollback, tout ça, ça revient dans l'état antérieur. Donc ça, c'est comment dire, un point d'appui important sur la partie Oracle Converged Database, c'est-à-dire que tous les types de données, tous les workloads et tous les data types coexistent dans la base de données aujourd'hui, et vous pouvez les utiliser en bénéficiant des mécanismes d'isolation transactionnelle que vous connaissez dans la base Oracle. Donc, pour vous expliquer un petit peu le sujet d'aujourd'hui, on va partir de l'exemple classique sur l'agenda d'un étudiant. Donc, aujourd'hui, si vous êtes développeur, votre patron, il vous dit j'aurais besoin d'une application pour que les étudiants puissent voir leur agenda. Donc, ce qu'il y a de bien avec ce genre d'application, c'est qu'on n'a pas besoin de passer trop de temps avec la MOA. On va comprendre tout de suite quels sont les enjeux, puisque un étudiant, il a un nom, un âge, il a un niveau. Des cours vont se réaliser dans des salles, donc avec des étages, donc un ensemble de propriétés. Et puis, des cours sont dispensés par des professeurs. Donc, pas besoin de perdre de temps avec la MOA. On va tout de suite essayer de travailler sur l'essentiel. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez un certain âge, vous allez immédiatement penser dans votre tête, vous allez modéliser du relationnel. Vous allez dire, je vais créer une entité qui va s'appeler étudiant. Dans cette entité, il y aura une clé primaire, il y aura le nom de l'étudiant, etc. De même pour un professeur. Un professeur, finalement, c'est un étudiant particulier, il est juste plus âgé. Et donc, vous allez, dans cet exemple, vous allez modéliser 4 tables sous une forme relationnelle. Donc ça, c'est les développeurs qui sont un petit peu plus anciens. Ceux qui sont plus récents, ils vont avoir peut-être moins cette approche de modélisation immédiate, hein, et partir plus dans le feu de l'action. Donc tout ça, c'est très bien. Notre développeur, il a ses tables. Il va commencer à développer son application. Et pour développer son application, il va s'apercevoir que pour concevoir les écrans, il va falloir faire des allers-retours SQL. Il va falloir faire pas mal d'allers-retours SQL. Il va falloir récupérer les propriétés de l'étudiant. C'est un premier SQL. Le professeur, un deuxième SQL. Les cours. Éventuellement faire des jointures dans toutes ces choses. Donc ça peut amener une complexité. Là, sur cet exemple, il n'y a que 4 tables. Si on avait 20 tables, et si un autre développeur devait reprendre le travail, finalement, la constitution de l'agenda, ce serait un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on aimerait,
ce qu'on aimerait, c'est que ce que le développeur, peut-être un peu moins âgé que moi, ce qu'il aimerait, c'est faire tout one shot. De dire, bah, j'ai pas envie de faire des dizaines de requêtes SQL pour amener mon écran et mon agenda. J'aimerais bien le faire one shot, c'est-à-dire que ce soit la base de données qui finalement me constitue l'agenda, que moi je le récupère, et ensuite moi éventuellement je m'occupe juste de la partie affichage. Donc la base de données finalement va m'envoyer un objet, et moi cet objet je vais le traiter pour pouvoir l'afficher. Et puis ça va me permettre aussi, ça me permet finalement de masquer la complexité qui va être liée au SQL, de faire des jointures, de ramener ligne à ligne, et puis ensuite de constituer des éléments. Donc, bah, une fois qu'on pense à ça, on se dit, je veux le faire en one shot, j'aimerais bien que la base de données, elle me le préformate. Finalement, tout ça, c'est ce que je veux, c'est un objet. Je veux un objet. Cet objet, il a pour nom agenda de Gilles ou agenda de l'étudiant. Et moi, je vais le récupérer. Comment je vais le récupérer? Bah, finalement, aujourd'hui, avec le JSON, je peux récupérer toutes ces notions, parce que je vais récupérer les notions de hiérarchie, les arrêts, les valeurs, etc. Donc, on va passer finalement d'un système où on va travailler en relationnel à un système où on se dit, dans certains cas, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler en objet. Et donc, qui dit objet, dans ce cas-là, va dire JSON. Puisque la base de données va me renvoyer directement l'élément dont j'ai besoin. Donc, voilà, Donc, le développeur, comment il va faire ça? Il va le faire avec des API REST. Donc, Oracle va proposer, pour la partie documentaire, va exposer du get, du put, du post, et toutes les opérations qui permettent de travailler au niveau du documentaire. Donc, chez Oracle, et pas uniquement chez Oracle, on sait que les bases de données orientées documents, elles ont des limitations. Si vous prenez l'exemple de Gilles et que vous prenez le deuxième agenda pour un deuxième étudiant, pour Jack, vous allez voir que vous allez amener une redondance, parce que ces étudiants, ils sont dans le même cours. Sauf que quand vous pensez document, vous allez stocker un document pour Gilles, un document pour Jack, et vous allez le répéter N fois par étudiant. Donc ça, c'est une illustration de l'inefficacité du stockage JSON. C'est-à-dire que dès que vous allez penser en termes de collection, vous allez forcément travailler dans un système où la donnée va être dupliquée. Donc si vous avez un cours et 20 étudiants, ça ne va pas être très gênant puisque la volumétrie de données générée ne va pas être énorme. Mais si vous travaillez par exemple faculté de médecine, vous avez des amphis avec 700 étudiants, l'agenda est modifié, comment allez-vous faire? Vous allez avoir 700 documents à modifier l'agenda pour l'amphithéâtre et vous allez balayer tous ces documents pour pouvoir les mettre à jour. Donc c'est en cela qu'on dit que le stockage JSON, quand il duplique la donnée, il est inefficace, puisque vous allez récupérer N fois des éléments que vous avez déjà positionnés. Ça va être coûteux à mettre à jour aussi, puisque si l'amphithéâtre où a lieu le cours du professeur d'anatomie, par exemple, si cet amphithéâtre est déplacé et que vous voulez mettre à jour les agendas des étudiants, vous allez être obligé de faire des mises à jour de l'ensemble de vos documents. En l'occurrence, si vous avez 700 étudiants, vous allez avoir 700 documents à modifier. Donc, et si au moment où vous faites cette mise à jour, votre programme de traitement, il plante, vous savez plus où vous en êtes. Vous avez la moitié des documents dont vous savez qu'ils ont été modifiés, l'autre moitié, peut-être qu'elle reste à modifier, vous rejouez votre traitement. Donc c'est pour toutes ces raisons que je passe assez vite, qu'on dit que les limitations des bases documentaires sont quand même, sont quand même présentes. Donc inefficace à stocker, coûteuse à mettre à jour et difficile à maintenir cohérente. Donc il y a des techniques qu'on connaît, on peut travailler par système de référence, on peut travailler sur ce genre de choses dans les documents de JSON, voire on peut même implémenter de la compression, parce que finalement un document de JSON, ça va se compresser très bien, mais si on fait de la compression, quand on va vouloir le mettre à jour, il faudra le décompresser, ça va prendre du temps, et il faudra le faire, là encore, sur tous les documents. Et si on travaille avec des références, comme en HTML, où on dit ce truc-là, finalement, c'est une référence à autre chose, on a une complexité parce qu'il va falloir recomposer le document de JSON à chaque fois qu'on va l'interroger. Voilà. Donc, ce que va proposer Oracle aujourd'hui pour circonvenir
les problématiques liées au stockage documentaire, c'est déjà de vous optimiser le format de stockage. Donc le stockage, il va être proposé sous forme relationnelle, hein, parce que c'est ce qu'on sait faire chez Oracle et on fait ça très très bien. Donc ça, c'est super optimisé, que ce soit en performance, mais aussi en surface de disque. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va vous proposer de stocker toutes vos données JSON dans un format relationnel. Et puis, on va vous proposer simultanément d'exposer une vue JSON de ces mêmes données. Donc pour ça, Oracle va amener une abstraction qui s'appelle la JSON Duality View. Et vous voyez que cette petite flèche qui va représenter l'abstraction entre le relationnel et le JSON, cette petite flèche, elle est bidirectionnelle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que vous propose Oracle, c'est pas juste une vue, qui va transformer des données relationnelles dans un format JSON. Ça, éventuellement, vous auriez pu le développer vous-même et le produire dans votre application. Ce que va proposer Oracle, c'est le fait de pouvoir aller dans les deux sens. Vous allez pouvoir pousser dans la vue Duality View, vous allez pouvoir pousser votre JSON et le système va automatiquement le splitter sur les formes relationnelles. Et dans l'autre sens, vous allez pouvoir insérer dans des objets relationnels et à chaque fois que vous allez appeler la vue, vous allez récupérer des données cohérentes. Donc ça va permettre de résoudre les éléments dont je vous ai parlé avant, à savoir le stockage inefficace, puisque là, cette fois-ci, dans le cas d'un cours avec un professeur qui a 700 élèves, le cours n'est stocké qu'une fois, et ensuite, à chaque fois que quelqu'un va demander son agenda avec des systèmes de jointure sur des tables relationnelles, on va générer le nouveau JSON, et donc l'agenda de la personne. Et ça amène aussi de la performance, puisqu'au lieu de stocker 700 fois des documents qui peuvent avoir des tailles conséquentes, vous allez compacter la donnée au minimal de son stockage sous forme relationnelle. Donc ça, c'est ce que va vous amener Oracle dans la dualité relationnelle JSON. Donc, comment ça va se créer tout ça? Alors, ça va se créer simplement. Vous avez déjà créé des vues sur Oracle. Alors une vue, c'est une définition fonctionnelle. Donc la Duality View ne déroge pas à la règle. C'est aussi une définition fonctionnelle qui va spécifier comment va se présenter votre document JSON. Donc dans cet exemple, vous avez évidemment la structure hiérarchique et les paires de clés-valeurs dont on a déjà parlé en introduction. Donc sur cet exemple-là, on voit comment on va constituer l'agenda pour Jill sous forme Duality View. Alors là, ce qui est présenté là, c'est une syntaxe de type GraphQL. Donc il est possible de créer la Duality View selon deux aspects, soit en mode GraphQL, c'est celle qui est présentée ici, ou alors en mode JSON. Donc facilement, je vous ai juste inclus ce petit slide, c'est pour vous présenter, c'est relativement facile, on va définir... alors il faut que les tables qui vont supporter la Duality View existent déjà. On ne peut pas créer la Duality View si on n'a pas les objets sous-jacents. Donc, dans la Duality View, on va bien faire référence aux objets auxquels on va s'appuyer pour stocker les données du JSON. Donc, si on prend toujours cet exemple de l'agenda de Jill, donc vous pouvez utiliser le SQL ou les API documentaires pour accéder à la vue. Alors, cette vue Duality View, elle a une seule colonne, c'est la colonne data. Cette colonne data, ça va vous renvoyer un format JSON, donc ça va vous renvoyer un flux de données que pour pouvoir représenter sur la droite, vous allez utiliser des fonctions de formatage à l'écran. Il y a une seule colonne dans la Duality View. Et vous voyez que pour y accéder, pour avoir l'agenda de Jill, donc je vais utiliser une notation pointée. Donc je vais dire, S c'est l'alias de la table, data c'est le nom standardisé de la colonne, donc ce sera toujours la même chose, et .name, ce sera un des attributs du JSON, en l'occurrence Jill. Donc ça va se traduire de manière sous-jacente dans la vue par une where clause, où il va y avoir la jointure sur les différentes tables, avec une clause restriction qui dit « je veux les éléments, mais uniquement pour Jill ». Donc ça va vous donner le document qu'il y a sur la droite. Donc ça, c'est en SQL. Si vous vouliez le faire en JavaScript, vous pourriez utiliser des syntaxes à la Mongo, Mongo Shell. Quand vous êtes sous Mongo Shell, vous pouvez appeler la collection .find, donc la fonction de recherche, et vous donner la paire clé-valeur qui va vous intéresser. Donc
Sur ça, c'est assez intéressant d'avoir différents types de syntaxe. Donc, pourquoi on parle de simplicité extrême pour le développeur? Parce que c'est quand même plus facile pour un développeur, plutôt que de concevoir peut-être des dizaines de requêtes SQL, mais surtout dans l'application, d'être obligé de reconstruire le résultat de ces requêtes, de faire des boucles et ensuite faire un formatage. Il peut récupérer tout simplement en REST, par exemple, il peut récupérer l'ensemble de l'agenda de Jill. Donc c'est là où on va parler de simplicité extrême, parce que finalement, c'est la base de données qui va faire le job. Elle va juste vous renvoyer les éléments et à charge pour le développeur de formater pour un réaffichage dans l'application. Donc voilà. Donc là, c'est indiqué, toutes les duality views qui sont basées sur les mêmes données reflètent le changement immédiatement. Encore heureux, puisque une vue, c'est juste une abstraction. À chaque fois que vous interrogez la vue, vous allez faire un appel select sur l'objet. Donc c'est là où la force d'Oracle est quand même importante, c'est que dès que quelqu'un commit une donnée, si immédiatement après quelqu'un fait un select sur la vue, l'agenda il est automatiquement mis à jour. En l'occurrence, si je reprends l'exemple de l'amphithéâtre d'anatomie qui est déplacé, on va juste modifier l'identifiant du cours pour le mettre dans la bonne salle, et ce sera déjà très rapide puisqu'on va modifier quelques octets au lieu de centaines de documents, et ce sera surtout immédiatement pris en compte dans l'application de gestion des calendars, des agendas des étudiants. Voilà. Et les développeurs n'ont plus associé des incohérences parce que c'est la base de données qu'il fait, tout simplement. Et ça, c'est hyper important. Alors, je réponds à une question qu'on m'avait posée dans une autre session, c'est que quand un développeur récupère le document, il a ce qu'on appelle, il a une petite, je le rajoute là, c'est pas indiqué, mais le document, il a une petite metadata qui va lui donner sa version. Ça s'appelle le e-tag. Donc c'est un label qui va lui indiquer si le document, depuis la dernière fois, ce document, il a changé. Donc, parce qu'en fait, comme là, on va travailler en REST. En REST, on est stateless. Donc, je peux faire un appel, et puis 2 secondes après, je fais un deuxième appel, mais le document a changé. Sauf que moi, je ne le sais pas. Donc, du coup, je peux, dans l'application, gérer le e-tag pour connaître si le document il a une version supérieure ou inférieure par rapport à la fois d'avant. Voilà, donc ça, c'est pour la gestion des versions du document. Donc, si le REST, le protocole REST ne vous plaît pas, vous pouvez toujours utiliser l'API SODA, donc Simple Object Document Access, que propose Oracle. Donc, je l'ai indiqué tout à l'heure, elle est disponible en Java, en Python, Node.js, et puis bon, RDS évidemment. Ou alors, si vous avez des petites préférences pour les outils MongoDB, par exemple, vous avez un studio de développement qui s'appelle Robo3T, anciennement RoboMongo, vous pouvez travailler avec Mongo 3T pour faire vos développlements. Parce que tout simplement, vous allez vous connecter à la base Oracle, mais le système est compatible avec le protocole MongoDB Wire Protocol. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de votre appétence sur le développement et la manière de travailler avec les documents. Donc, pour faire la synthèse, avec le JSON Duality View, on va proposer aux développeurs plus jeunes et moins jeunes, peut-être, des manières de travailler qui sont proches d'eux. Les développeurs qui sont plus comme moi, d'un certain âge, ils vont plutôt penser relationnel, donc on va travailler plutôt avec des accès SQL standard, du développement classique, éventuellement travailler sur une autre partie de l'application avec des vues de dualité JSON, c'est-à-dire faire toutes les opérations un petit peu juste de mise à jour en SQL, et puis finalement récupérer les objets sous-jacents sous forme de documents. Et pour les développeurs qui sont plus jeunes et qui travaillent avec des technologies comme les documents de JSON, ils vont pouvoir directement travailler dans les conditions qu'ils le souhaitent. Il y a un petit paragraphe sur le JSON Data Guide, mais je vais vous en parler dans une des démonstrations que j'ai fait après. Voilà. Donc en synthèse, on a le meilleur des deux mondes, puisqu'on peut travailler à la fois en relationnel et en mode documentaire. On peut faire, évidemment, on peut travailler avec des API, du REST, du SODA, du SQL, mais ce n'est pas d'API. Mais donc vous avez toutes les possibilités et ça marche dans tous les sens. Une autre chose que je vais rajouter avant de passer à la démo, c'est que
c'est optimisé par Oracle, ce système. Parce que, en fait, si aujourd'hui, vous avez un document qui est assez gros, le système vous dit, bah, je vais le modifier, je vais le repousser dans la vue. Donc, le système va le splitter. Mais en interne, Oracle va maintenir une sorte de checksum. Le checksum ne se fait pas au niveau du document, il se fait au niveau des valeurs. Donc, si vous n'avez modifié qu'une valeur dans votre document JSON, vous l'envoyez à la base Oracle. Au moment du split, la base va dire, bah, ça, je l'ai déjà, ça, je l'ai déjà. Ça, c'est une valeur modifiée, donc celle-là, je l'update. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va amener vraiment de la performance quand vous allez utiliser ces fonctionnalités. Donc voilà, ça c'était pour la petite information. Alors ensuite, j'ai fait, pour aujourd'hui, je vous ai préparé des démonstrations. Donc, ces démonstrations, je les ai préenregistrées pour éviter l'effet démo qui a tendance à me coller à la peau. Donc alors, le constitutif de ces démos, c'est un environnement que j'utilise sur mon PC, parce que le PC est plus facile, à mon sens, pour faire du développement. J'ai simulé une application avec Postman, qui est un utilitaire graphique pour faire des appels REST, des GET, des PUT, et qui a énormément de fonctionnalités, donc qui va me permettre pour moi de simuler une application. Pour pouvoir faire le reste de la démo, j'ai utilisé les outils qu'Oracle fournit gratuitement. VirtualBox, qui permet de faire tourner la VM de 23AI. La VM 23AI, donc je l'ai téléchargée sur le site d'Oracle, donc c'est la version qui est sortie, je crois, il y a 10 jours. Et évidemment, SQL Developer et les autres outils que vous pouvez vous procurer facilement sur le site oracle.com. Voilà. Donc, alors sur cette démo, donc je ne sais pas si on va bien la voir, voilà. Donc là, je suis sur SQL Developer. Donc, avant toute chose, je vais utiliser une nouvelle syntaxe 23. Donc, on va voir les drop view if exist, typiquement. Donc, Loïc en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Le if exist, vous le retrouvez sur les autres SGBD. Donc, finalement, ça va vous permettre de travailler de manière un peu uniforme. Si vous êtes, aujourd'hui, tous les DBA font plusieurs bases de données, hein, on ne va pas se mentir. Et du coup, ça va vous permettre d'uniformiser éventuellement vos scripts. Et puis, ça évite de se dire, ah bah oui, mais sur Oracle, la syntaxe est différente. Sur SQL Server, il faut faire ça. Donc, c'est important c'est les petites nouveautés de la 23 AI qui permettent d'aller plus vite au quotidien quand on fait du développement, qu'on va pousser des versions de scripts. Voilà, donc là, je vais faire la réinitialisation du schéma. Donc, je vais créer un ensemble d'objets. Donc, je mets une pause. Cet ensemble d'objets-là, ce sont des tables. Donc, ce sont des tables qui vont constituer la base de mes Duality View. Ce sont des tables pour créer des pilotes, une équipe de Formule 1 et des courses. Donc, c'est assez simple hein, comme exemple. Donc, vous allez voir. Donc, je vérifie la version de base de données parce que si vous faites les if exist sur une version inférieure à 23, ça ne va pas marcher. Là, sur cette partie-là, une fois que j'ai déjà créé les objets, maintenant, je vais créer la JSON Duality View. Donc, il y a deux manières de la créer, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Là, c'est le format JSON. Donc, visuellement, il y a une petite complexité hein, quand on crée une Duality View. Ça ne se fait pas en 30 secondes. Il va falloir passer 10 minutes à créer les syntaxes. Si la partie JSON ne vous plaît pas, vous pouvez utiliser une syntaxe. Donc ça, c'est la partie JSON que je surligne. Et ensuite, vous avez possibilité qui est en grisé ici d'utiliser une syntaxe de type GraphQL. Donc GraphQL, c'est du langage API de définition, d'interrogation de base de données. Donc, j'en profite pour dire que notre ORDS, Oracle RESTful Data Service, est compatible avec les syntaxes GraphQL depuis quelques mois déjà. Donc vous pouvez interroger vos bases de données avec du REST ou utiliser le GraphQL pour pouvoir ramener de la donnée. Alors le GraphQL, hein, ce n'est pas pour faire des property graph, hein, c'est vraiment du langage API. Voilà, je le dis, on m'a posé la question, c'est pour ça. J'ai failli me faire avoir, moi aussi, la première fois, je pensais que le GraphQL, c'était pour faire du property graph, mais non, c'est pas du tout ça. Voilà, donc là, j'ai créé les différentes Duality View. Donc là, je les sélectionne, je vérifie, elles ne contiennent pas de données, puisque les tables sous-jacentes sont toutes vides. Je vérifie que j'ai bien une seule colonne, la colonne data, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, je vous indique pour mémoire la manière de
de formater correctement un JSON. Donc c'est JSON Serialize Pretty, donc pour faire un bel affichage de vos données JSON. Toujours pratique, hein, faut l'avoir sous le coude parce qu'il faut l'avoir sous snippet, sinon on passe son temps à se galérer. Et alors, pour pouvoir faire la démo, je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais Postman pour simuler une application qui va utiliser du REST, mais la base de données, elle n'expose pas les objets comme ça. Il va falloir activer. Donc, il y a deux choses à faire. On va aller dans SQL Developer, on fait clic droit, Enable REST au niveau du schéma. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour chacun des objets qu'on souhaite exposer sous forme REST, on va utiliser l'auto-REST. Donc, l'auto-REST, c'est une fonctionnalité d'Oracle, de la base de données, qui va créer pour vous les différents handlers pour faire les puts, les get, les posts, etc. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle de l'auto-REST. Donc, vous pouvez le faire au niveau d'un objet, vous faites clic droit, enable REST, l'objet, il est publié. Ensuite, bon, il y a un ensemble de règles de gestion et de droits, mais ça veut dire qu'en 3 clics, vous avez un objet de type table et vous avez l'équivalent d'un web service. Vous n'avez plus qu'à l'appeler, faire des requêtes REST, et puis ça va vous rendre les résultats. Donc c'est assez intéressant, et c'est une fonctionnalité que je connais grâce à un collègue de l'avant-vente quand j'étais client, et j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. Et ça amène aussi au fait que le composant ORDS, donc Oracle RESTful Data Service, qui est un petit composant Java, qui doit se mettre à côté de la base de données, il faut l'installer maintenant systématiquement, parce qu'il va vous amener énormément de possibilités dans vos architectures au sein de l'entreprise. Voilà. Donc là, j'active, donc du coup, pas en mode clic, mais en mode programme, le REST pour uniquement les Duality View. Donc je n'expose pas les tables. Je ne vais travailler en REST qu'avec les vues. Donc là, je suis dans Postman. Dans Postman, ben voilà, je vais faire un get. Je fais un get sur une Duality View. Je n'ai pas encore rajouté de données, donc le item, ça me renvoie une array vide, ce qui est normal. Et surtout, j'ai un code retour 200. Code retour 200, ça veut dire que l'appel get, il s'est bien passé. Si le code est différent de 200, en général, il faut retenter ou alors il faut résoudre le problème. Donc ça veut dire aussi que si vous faites des mises à jour en REST dans une base de données Oracle, mais même dans d'autres systèmes, si le code retour n'est pas 200, la mise à jour n'est pas committée. Important de le dire, puisqu'on est en REST. En REST, il n'y a pas de commit. Voilà. Je crois que je suis reparti au début de la démo. Attendez, hop. Voilà, ça on l'avait vu, j'étais sur la partie Postman. Voilà. Donc Postman, un utilitaire vraiment sympa. Après, vous pouvez faire du cœur, là, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un bon logiciel, est très sympa, il mémorise les choses que vous avez déjà faites, vous n'avez plus qu'à recliquer, c'est très bien pour faire du test. Donc, et puis aussi pour gérer vos jetons. Voilà, donc à cet endroit de la démo, je vais insérer des données. Donc je les insère dans les Duality View, je ne fais pas d'insert dans les tables. Donc j'insère directement dans la Duality View le JSON. Donc je m'attends, une fois à ce que ce soit fait, à ce que les tables sous-jacentes aient été peuplées. Je vous rassure, c'est le cas. Je m'y attendais, mais c'est le cas. Donc je rappelle je fais à nouveau un get. Puis cette fois, je vois en effet qu'on m'a renvoyé un JSON avec les différentes équipes. Donc maintenant, je vais rajouter des pilotes. Alors je le simule toujours dans l'application Postman. C'est comme si j'avais mon application. J'essaie d'éviter un maximum de travailler dans la base de données. Là, c'est vraiment pour vous montrer que tout se fait dans un mode REST et qu'on utilise uniquement les Duality Views. Donc là, je vais poster un nouveau document. Donc c'est pour créer 2 pilotes dans l'équipe Mercedes. Donc je me suis rajouté en tant que pilote Mercedes. Donc on m'a dit la dernière fois que j'aurais dû choisir Red Bull, mais j'espère qu'on m'en tiendra pas à rigueur. J'ai choisi l'équipe Mercedes, voilà. Donc je l'ai posté, j'ai un code 200, donc ça a été commité dans la base de données, voilà. Et normalement, je vois mon nom, voilà, Virgile Crevon, sur le prochain appel document. Alors maintenant, si je... il y a un bug graphique.
Maintenant, je vais aller vérifier tout simplement dans les tables. Est-ce que je retrouve bien Virgile Crevon? Parce que c'est bien beau d'appeler les... Voilà. Donc là, je suis bien passé de la vue JSON, j'ai poussé le document et il a bien été splitté sous forme relationnelle. Voilà, donc là, on va un petit peu plus loin. On va rajouter d'autres données. Donc j'ai remis pour information la syntaxe Pretty. Voilà. Donc ça, c'est la première démonstration que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, bon, je vous ai remis les petits bullet points juste pour bien mémoriser ce que c'était dans cette démo. Hein. C'est une démo assez simple. Hein. On a une application, on a des tables, on a des JSON Duality View et on va travailler dans l'application pour splitter les données sous forme relationnelle. Donc, très simple. Et on vérifie qu'on est en capacité de reprendre les choses. À chaque fois que je crée une Duality View, je peux en créer d'autres. Tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple de l'agenda de Jill, j'aurais pu dire bah, j'ai besoin d'un agenda pour les salles. Parce que peut-être qu'entre midi et 2, j'ai besoin de connaître l'agenda de la salle parce que j'ai envie de donner des cours bénévoles, des cours d'informatique bénévoles. Donc dans ce cas-là, on va plus se baser sur l'agenda d'un étudiant. On va créer une nouvelle Duality View qui va représenter l'agenda d'une salle. Et avec ce système d'abstraction, puisqu'on va toujours se baser sur les mêmes objets sous-jacents, on va créer autant de définitions fonctionnelles que celles qui nous intéressent, puisque une vue reste une définition fonctionnelle. Donc ça, c'est assez sympa. Donc juste ce que je vous ai montré dans la démo, hein, je vous ai montré qu'on pouvait faire la lecture et l'écriture transparente des données, soit sous forme document, soit sous forme de table. Donc ça c'était ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. Donc ce qu'on disait tout à l'heure reste vrai, hein, la dualité de JSON, ça va amener de la simplicité pour faire du développement. Donc ça, c'est ce que voulait aujourd'hui amener Oracle sur le 23AI App Simple, c'est-à-dire amener de la simplicité dans les développements pour tous les développeurs, les plus vieux comme moi, mais les plus jeunes aussi. Voilà. Donc, très intéressant. Donc, comme on m'a demandé de faire 1 heure, je vous ai préparé une petite démo supplémentaire sur quelque chose que je ne connaissais pas il y a quelques semaines et que j'ai regardé, j'ai trouvé assez sympa. C'est l'assistant de migration de JSON vers Duality View. Donc, bon, en gros, il s'agit pour Oracle de vous proposer un assistant qui va vous permettre de passer d'une collection existante à une forme relationnelle, mais en vous créant les syntaxes. Donc c'est assez sympa, ça va vous permettre d'aller plus vite. Si vous avez déjà des collections et puis que finalement il faut faire un deep dive dans le JSON pour dire bah ça c'est le parent, ça c'est l'enfant, là il y a une arrêt, donc du coup bah, il faut faire penser un petit peu en forme SQL et créer des tables et faire des jointures. Donc ça se fait, mais c'est long. Donc du coup, ce que va vous proposer Oracle dans la partie JSON Duality View, c'est de vous aider à automatiser ce processus de passage d'une collection à une collection Duality View. Voilà. Donc voilà les bénéfices, je viens de vous en parler, hein, migrer facilement et sans effort des applications à partir de bases de données documentaires, créer facilement des applications centrées sur les documents. Alors, c'est assez facile, hein. Le cas d'usage, c'est que vous avez une application A qui existe sous forme documentaire. Vous allez appeler l'assistant de migration. Cet assistant de migration, vous allez lui donner à ingérer les collections documentaires. Et lui, il va vous les mouliner pour créer les tables et les Duality View qui vont vous permettre de retrouver cette vision documentaire. Voilà. Donc la même application, vous voyez que l'application A à gauche, bah, c'est toujours la même application A à droite. Simplement, à gauche, elle est sur une base documentaire open source. À droite, elle est passée sur Oracle Database avec une optimisation du stockage. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment un des points de la fonctionnalité. Donc, bah, une fois que j'ai fait ça, bah, je vous ai fait une petite démo. Tout simplement, comme à mon habitude. Donc, dans cette démo, j'utilise toujours mon environnement de virtualisation VirtualBox by Oracle, l'AVM 23AI qui a été proposé, je crois, il y a une dizaine de jours, et l'ensemble des produits habituels, SQL Developer, Postman, etc.
Voilà. Donc, dans la documentation, il est écrit qu'il faut charger les collections documentaires. Alors, c'est un peu petit. Il faut que je m'entraîne à faire de la post-prod un petit peu plus pertinente. Mais dans la documentation, il est écrit que finalement, une des possibilités il y a plusieurs possibilités pour charger des collections dans une base Oracle. Mais il y a notamment l'external table, c'est-à-dire que vous allez créer une définition qui va pointer vers un objet sur le disque, et puis ensuite vous allez dans la base de données faire du select et ramener le document. Moi, ce n'est pas l'approche que j'ai choisie. J'ai choisi d'utiliser l'utilitaire Mongo import. Alors Mongo import, c'est un utilitaire de load. Il va vous permettre tout simplement, vous lui dites ma cible, c'est une base Oracle. Ça, c'est très important de le mentionner parce qu'on va voir qu'on utilise ORDS et que ça marche très très bien. Ma cible, c'est une base Oracle. Ma collection documentaire, c'est le fichier qui est là. Et puis, crée-moi automatiquement l'objet qui va supporter la collection documentaire. Donc, c'est ce que j'ai fait dans cette démo, puisque c'est la première étape de l'assistant de migration, c'est d'avoir les documents dans la base de données pour pouvoir les mouliner. Donc, pour ça, tout simplement, j'ai fait un petit yum local install Mongo Database Tools, donc, puisque MongoDB fournit les packages de tools à part. Donc, on ramène le Mongo Shell, on ramène le Mongo import. Avec Mongo import, je vais charger la base de données Oracle avec mes collections documentaires. Donc, c'est les collections de démos qui sont dans la documentation 23AI. Vous pouvez prendre n'importe quelle collection documentaire. Il y a des tas de sites web qui vous proposent des fichiers JSON avec des datasets que vous pouvez loader. Hein. C'est assez facile. Donc, voilà. Donc là, j'ai bien installé l'utilitaire. Je positionne mon environnement de connexion à 23AI. Alors, juste pour information, n'oubliez pas de faire onset to task, parce que sinon, c'est compliqué de se loguer. J'ai rencontré le problème. Je me suis cassé les dents une bonne dizaine de minutes dessus, hein, donc comme quoi... Ah, zut, c'est reparti à 0. Voilà. Je reviens là. On va partir sur le package, parce qu'à chaque fois que je mets pause, ça revient à 0. Donc ça, c'est très simple, hein. Yum local install, le package. On vérifie que Mongo import est dans le pass. Il est dans le pass, très bien. Ensuite, on va se connecter à la base Oracle. On va vérifier qu'elle est bien up and running avant de faire des chargements. Donc, pour ceux qui font de l'Oracle rapidement, hein, le Mongo import, ça ressemble à SQL Loader. Sauf qu'il n'y a pas de fichier contrôle. On a juste besoin, on lui dit, vas-y, prends ce fichier, injecte-le-moi. Comme c'est du format JSON, il n'y a pas besoin de spécifier les champs. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Donc là, je vais sur la partie dataset. Hein, donc, alors, je suis toujours sur un dataset étudiant. Je crois qu'il y a une dizaine d'étudiants qui sont référencés dans ce dataset. Voilà. Il y a des professeurs, 4 professeurs et je crois 5 cours. Donc, je vais charger tous ces éléments dans ma base Oracle. Donc, pour faire marcher Mongo import, hein, je vous rappelle, il faut le composant Oracle ORDS. Il faut qu'il soit instancié et configuré avec la base de données. Vous ne pouvez pas directement le faire avec la base. Vous êtes obligé de passer par le système qui va interpréter le protocole MongoDB. Hein, c'est le composant ORDS qui fait l'interprétation du protocole. Voilà. Donc, là, je crée l'utilisateur qui va... s'appelle JSON User. Alors, c'est un peu petit, mais sur mon autre démo, ce sera plus grand. Donc, cet utilisateur nouvellement créé n'a pas d'objet. Donc, très bien, c'est ce qu'on voulait voir. Je suis dans une PDB. J'utilise l'architecture Oracle multitenant. Donc, j'ai une PDB. C'est pratique parce que quand on fait des démos, on peut la cratcher, la régénérer en une ligne de commande. Toujours pratique quand on fait des tests et du développement. Voire, on peut cloner. On dit, tiens, ce truc-là est bien, je le snapshot et je reviens. Enfin, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, une fois que j'ai créé mon utilisateur, je vais prendre ma syntaxe d'import Mongo import. Voilà. Donc, comme j'ai 3 fichiers, je vais faire 3 loads, tout simplement. C'est assez facile. Voilà. Je vérifie. Il m'a bien injecté 10 documents.
Quand des documents ne s'injectent pas, il le dit. Hein. C'est un peu, il y a un système de rejet. Il va vous dire j'en ai mis 9, mais il y en a un qui a un souci, donc il faudra regarder. Bon, voilà, il va vous créer un objet donc qui est une table spéciale, hein, qui est une table de collection en fait. Donc, je vous ai mis la syntaxe, mais bon, ça va être pour ceux qui auront le replay, ils pourront zoomer un peu, ce sera peut-être plus sympa. Bon, c'est qu'une syntaxe, hein, c'est pas. C'est juste pour vous dire que c'est pas une table traditionnelle. Donc quand il va la créer, automatiquement, il va créer 3 colonnes. La colonne data qui va contenir le JSON, il va contenir le e-tag dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le label qui va constituer le checksum de l'ensemble de votre document, et un champ qui s'appelle RESID, dont je ne me souviens plus ce qu'il fait précisément. Voilà. Donc là, je fais un print pretty. Alors, il faut avoir de bons yeux. Voilà, je fais un print pretty. Pour faire le print pretty, il faut passer en mode script. Et là, on voit que les documents sont injectés correctement. Voilà. Il faut de bons yeux. Je vous rassure, la démo qui suit la deuxième partie de la démo, elle est adaptée à ma vue. Voilà, donc j'ai vu que mon premier document était injecté correctement. Du coup, je déroule les autres documents. Hein, je fais pas à pas. Je suis la documentation, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de tour de passe-passe. On suit la documentation. Voilà. Donc, je vais avoir 3 objets hein, qui sont créés, du coup. On va régénérer. On va avoir 3 objets de type collection. Voilà. Très bien. Voilà, on trouve sur chaque collection, un document c'est une ligne, donc 5 lignes, 5 documents. Voilà, on fait la vérification que chaque objet il a bien ses structures, donc normalement on est bon. Alors, vous pouvez me croire sur parole, hein, même si vous ne voyez pas, croyez-moi sur parole. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on a injecté les documents dans la base de données, on a utilisé Mongo import. Du coup, on a profité pour démontrer que le composant ORDS d'Oracle, il était bien compatible avec le protocole Mongo, parce qu'on utilise un autre document. Alors, cette partie-là, je voulais vous la montrer parce que y a quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, c'est quand même dommage que on-premise, vous n'ayez pas les mêmes outils qui sont sympas, ceux qu'on a vus dans Oracle OCI ». Il se trouve que je crois à partir de la 19, mais bon, là je suis en 23 AI, vous avez, quand vous déployez le composant ORDS, hein, c'est assez facile, c'est un jar. Quand vous le déployez, vous avez un petit fichier de properties pour lui dire « je veux que que tu actives SQL Developer ». Une fois que vous activez SQL Developer, en fait, vous avez un lien, un endpoint voilà, particulier, que je vous montre là sur cet écran, qui va vous permettre d'accéder à SQL Developer Web, mais aussi à un ensemble d'autres utilitaires, dont l'utilitaire JSON. Donc l'utilitaire JSON, je l'aime bien parce qu'il me permet de voir les documents sous forme de card. Donc du coup, je vais vous le montrer, hein, ça va passer après. Là, c'est la partie SQL Developer Web. Donc tout ça, c'est on-premise. Hein. C'est pas dans le cloud, c'est chez vous, avec votre petit composant SQL Developer Web. Pour ceux qui ont bonne mémoire, avant, il y avait un petit c'était database control dans la base de données, mais maintenant, ça, c'est fini. Maintenant, on a ce composant-là qui est beaucoup mieux, qui est très rapide, qui est très stable aussi, et qui vous permet, quand vous n'avez pas SQL Developer sous le coude, par exemple, vous pouvez tout simplement appeler le endpoint SQL Developer Web, et puis vous avez vos features. Alors là, je suis passé dans la démo sur la partie JSON, donc je vois les cards, donc c'est le système qui détecte automatiquement au niveau du format que ce sont des fichiers de JSON. Il voit que ce sont des collections. Alors, c'est pas le but d'aujourd'hui de vous faire une démo sur la partie utilisation locale de l'utilitaire JSON, mais si vous double-cliquez sur une card, attendez, je vais mettre pause. Si vous double-cliquez sur une card, vous pouvez éditer un document JSON et le système va le poster. Il va utiliser le reste pour le faire. Donc c'est assez sympa parce que finalement, ça n'existe pas dans SQL Developer on-prem, mais ça existe quand même sous forme d'un endpoint sur votre environnement. Donc c'est assez sympa. Et ce que je voulais vous montrer aussi là sur ce diagramme, c'est qu'une fois que vous avez injecté des documents de JSON, il y a une petite partie data guide, qu'on appelle JSON data guide, donc ici qui est limitée, mais qui va vous montrer les diagrammes d'interaction avec vos objets JSON.
Donc là, il vous montre l'objet principal et il vous dit il y a 2 éléments imbriqués. Et donc ça, c'est sympa parce que justement, comme là aujourd'hui, tout de suite, on est sur la partie démonstration du migrator, donc de JSON to DB migrator. Et ça, cette partie-là peut vous aider à analyser les structures des documents de JSON que vous avez déjà chez vous pour aller vers la version relationnelle. Donc c'est assez sympa de l'avoir sous forme graphique. Donc je tenais à vous le dire. Bon, après, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, mais là, comme on est sur le sujet de JSON, je pense que c'est quand même pas mal de le voir. Voilà. Et chaque document, vous pouvez demander une petite explication avec ces jointures. Donc ça, là, c'est un élément simple, hein, c'est une démo, mais si vous aviez des documents de JSON un petit peu plus sérieux, ça peut être une bonne aide pour démarrer une migration. Voilà. Donc ça, c'est la partie JSON développeur web, donc qui est disponible gratuitement sur vos environnements Oracle on-premise à partir du moment où vous avez installé le composant ORDS. Donc sur la suite de la démo, alors on va y voir mieux. Hein. J'ai amélioré ma post-production sous l'égide d'Antoine Aubin, ici présent. Donc voilà. Donc là, je vais être dans la partie. En fait où j'ai chargé mes objets JSON. Donc j'ai créé ce qu'on appelle des tables de collection pour éviter les problématiques de multicolonnes, etc. Je prends ces objets de collection qui ont 3 colonnes et je les recopie pour avoir une seule colonne, la colonne data. Parce que l'utilitaire n'aime pas quand il y a plusieurs colonnes, donc on est obligé de passer par une petite étape intermédiaire. Alors, cette étape intermédiaire, hein, c'est de faire des create table as select, donc des CTAS, pour passer de la collection de JSON qu'on a loadée avec Mongo à une table temporaire qui contient la collection, mais avec une seule colonne. C'est assez facile, c'est obligatoire. Voilà, donc là, on retrouve bien dans les éléments que j'ai chargés les colonnes. J'ai supprimé les objets temporaires de l'import. Et à partir de ces objets, je vais pouvoir travailler correctement. Alors là, j'ai fait un isSchema valide, donc c'est une fonction d'un package qui me permet de vérifier que les éléments JSON que j'ai insérés, ils ont une syntaxe valide, parce que ça pourrait poser problème par la suite d'avoir des documents où il y a une virgule, où il y a un truc qui s'est inséré. Voilà. Donc là, je suis sur la partie JSON Data Guide. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc là encore, c'est inclus dans la base de données. Ce sont des packages qui vont aller analyser vos documents de JSON et qui vont vous dire j'ai retrouvé tel champ à tel endroit. C'est une string de 100. Je le retrouve 100 fois dans le document, etc. Donc ça va vous donner des métadonnées, un petit peu comme le DBMS Stats, mais sauf que là, ça s'appelle JSON Data Guide. Donc c'est assez sympa, c'est pas une étape obligatoire, mais je voulais vous le montrer parce que j'ai trouvé que ça donnait de belles informations sur les structures et ça peut être une aide pour réaliser une migration. Ça existe peut-être sous forme graphique, hein. Je n'ai pas regardé. Hein. Là, je suis dans mon trip package PLSQL. D'ailleurs, l'assistant de migration, hein, ce sont des procédures stockées. Hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut amener les documents dans la base de données avant. Voilà. Donc, pour générer, je vous ai dit, à partir des documents de JSON, on va demander au système de générer des structures, donc des tables et des relations et les duality view. Donc, on a un package qui fait ça, hein, qui s'appelle infer and generate schema. Donc, ce package, je vais l'exécuter et en sortie, il va me donner les syntaxes de création des objets par rapport aux collections que j'ai mis en input. Excusez-moi, problème d'interface homme-clavier. Je reviens, je ne sais plus où j'en étais. J'en étais sur le infer and generate. Voilà. C'est ça. Donc j'ai passé le package. Une fois que le package est passé, il me génère donc un DDL. Donc le DDL, il est long comme le bras. Hein. Donc l'intérêt, comme je vous disais tout à l'heure, d'utiliser cet assistant de migration, c'est qu'il va vous permettre d'aller plus vite. Hein, au lieu de passer des jours à créer des syntaxes et de créer des structures, l'utilitaire, il va vous créer ça en quelques minutes et il va vous permettre d'aller plus vite. Alors,
comme, juste une petite remarque, comme les collections documentaires sont au format JSON, vous pouvez avoir des documents qui ont des champs et des documents qui n'ont pas ce champ. Donc le système, il va travailler avec un système d'échantillonnage. Il va regarder, par exemple, si vous lui donnez 100 000 documents, il va en regarder 25 000 et il va dire pour ces 25 000 documents en entrée, je vais créer une table qui aura 15 colonnes. Par contre, il peut très bien louper une colonne qui n'était pas présente dans son échantillon et donc il ne va pas vous créer la structure avec la colonne qui va bien. Donc il y a des techniques qui sont documentées bien sûr dans la documentation. Ça s'appelle le flex field true, flex field false. Donc dans flex field false, à chaque fois que vous allez créer des objets, il va vous créer des colonnes. Si une colonne manque à l'insertion, vous aurez un segment d'overflow. Il va vous dire j'ai pas pu insérer ça parce qu'il manquait la colonne. Bon, ça se corrige très bien, il n'y a pas de souci. Et quand vous êtes dans un mode qui s'appelle le flex field égale true, le système tout simplement il va vous dire bon j'ai détecté 10 colonnes, mais il y en a peut-être 200. Pardon, il y en a peut-être 200 qui sont un document que j'ai pas scanné. Et dans ce cas-là, il va créer un objet nesté qui est JSON et qui va lister les colonnes supplémentaires au fur et à mesure. Donc, quand on va réinjecter les données avec la vue DV, il va pouvoir prendre des documents même qui n'ont pas le format attendu. Ça, c'est hyper important parce que c'est le fondement du JSON. Et l'outil ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas inventer des colonnes qu'il n'a pas vues, il peut pas. Enfin voilà, l'outil, il est très bien, mais c'est pas non plus de la magie. Ce sont des règles, c'est heuristique, quoi. Donc voilà. Donc là, je vois qu'il m'a créé un ensemble d'objets, teacher root, etc., etc. Donc très bien. Il m'a créé aussi les 3 duality view, parce que j'avais 3 collections en entrée. Il m'a créé une duality view par collection. Là, j'ai créé ce qu'on appelle les segments d'overflow, c'est-à-dire quand on va faire des injections dans les duality view, s'il y a un document qui ne peut pas s'insérer, ça ira dans une table de log, un peu comme les fichiers SQL Loader, où on dit il y a un fichier bad, et dans le fichier bad, on va dire il y a ces éléments. Voilà. Donc là, je réalise la dernière partie de la démo, c'est celle où on va importer. On a créé les structures, on a détecté, on a scanné, on a tout vérifié. Maintenant, on va dire injecte. Injecte dans les tables et puis split-moi ça sous forme relationnelle. Donc ça s'appelle importer. C'est la dernière étape de l'assistant de migration. Donc il a fait l'injection. Maintenant, évidemment, c'est écrit dans la documentation, il faut vérifier. Vous vérifiez que dans vos vues, vous avez bien les données attendues. Voilà. Là, j'ai vérifié dans la vue teacher. J'avais 4 professeurs, je crois. Ou 5 ? Non, 4. Et je vois que j'ai bien ma donnée. Alors, ne vous étonnez pas, vous pouvez avoir des éléments de JSON qui ne sont pas dans le même ordre. Il n'y a pas de notion d'ordre. Vous pouvez avoir, il y a une notion de hiérarchie, mais il n'y a pas, au sein d'une hiérarchie, il n'y a pas de notion d'ordre. Vous pouvez avoir name et puis nickname, et dans le système de génération, vous allez voir nickname apparaître avant le name, mais au même niveau de la hiérarchie. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'assistant. Donc à la fin de l'assistant, bien sûr, on va regarder dans les objets si on a bien les colonnes qu'on attend, les structures, etc. Donc ça, petit problème de post-prod. J'ai encore 3 minutes, je suis juste à la fin de la démo. Voilà. Bon, la fin de la démo, de toute manière, c'est juste des vérifications de données dans les structures. Voilà. Donc, à retenir, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de migrer facilement et sans effort des applications à partir de bases de données documentaires. Ça, c'est un des cas d'usage. Et vous pouvez créer facilement des applications basées sur des documents existants. Voilà. À partir de documents existants, vous allez générer des nouvelles structures. Alors, moi, j'ai un petit feedback à faire forcément. J'ai utilisé, j'ai trouvé ça vachement bien. Il faut quand même bien regarder parce que moi, les colonnes, on dit que les fichiers JSON, ils sont flexibles et qu'on peut rajouter des colonnes, mais en fait, dans la réalité, on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de colonnes. Par exemple, dans l'exemple de l'agenda de tout à l'heure, on s'attend à avoir la salle, l'identifiant de la salle et tout. Et si on rajoute des éléments supplémentaires, par exemple, est-ce qu'elle dispose d'une prise USB? Est-ce qu'elle dispose d'une caméra? Donc ça, on peut le rajouter après, parce que finalement, ça ne va pas. Mais si ensuite on veut modifier l'application, on va créer une nouvelle vue DV qui va ramener les éléments complémentaires dont on a besoin.
Voilà. Et la flexibilité, elle sera là, en fait, parce que l'application sera toujours la même, mais on va modifier l'ADV pour qu'elle amène les notions d'écran disponible, etc. Des choses qu'on n'avait pas identifiées au départ quand on a conçu l'application, puis qui finalement, si on avait été en relationnel pur, il aurait fallu créer des nouvelles colonnes, il aurait fallu faire des nouvelles jointures, des tables de transco, enfin ça aurait été un petit peu plus compliqué, ça nécessite du redéveloppement, et le fait de le faire en JSON et d'avoir cette flexibilité au niveau du document, ça fait gagner un temps fou, quoi. Donc c'est très très intéressant. Voilà. Donc cet utilitaire, franchement, testez-le. Je pense qu'il est bien. Il est tout nouveau, donc il y aura des bugs. N'hésitez pas à passer des petits incidents pour que les équipes de développement puissent l'améliorer. Et je crois qu'on avait pendant un moment une TER, une Technical Announcement Request, dans les portails de nos clients. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est très sympa. Parce que c'est grâce à ça et en discutant avec le product management que les produits s'améliorent. Et voilà. Voilà, et donc Antoine, je te laisse la main, j'ai fini ma... Merci Virgile. Il y a 2 questions pour toi sur Zoom. Ouais. Donc si tu as un petit peu de temps, je vais te les poser. Donc la première, c'est la migration des tables qui tournent sous du Oracle 19c vers la 23 est-elle problématique? Non. De 19c vers la 23, on utilise... si c'est juste pour transporter des données, on utilise les outils comme DataPump, classique. Si c'est toute la base de données, on utilise les utilitaires de migration, donc auto-upgrade. Voilà. Après, il est possible aussi, si on veut aller encore plus vite, de créer tout simplement un DB-Link. Si ce sont des petits objets, on peut créer des DB-Link entre les deux versions de base de données, c'est compatible, et ramener avec des create table à select, les structures. Enfin, il y a un ensemble de techniques, il n'y a pas qu'une réponse. Voilà. D'accord, merci Virgile. Une autre question. ORDS est toujours séduisant en démo. Oui. Mais est-ce que dans un monde OLTP, il est vraiment performant? Même question pour les Duality Views. C'est une bonne question. En général, on dit ça quand on ne sait pas répondre. Alors, en fait, ORDS, l'intérêt, c'est que vous pouvez en instancier plus d'un. Donc, vous pouvez... moi, ce que je faisais dans mon ancienne société, j'instanciais un ORDS sur le même serveur que la base de données. Et c'était lui qui prenait les appels REST, etc. Je n'ai pas fait de test de charge, mais cette question de performance par rapport au nombre d'appels, on peut la résoudre en créant des nouvelles instances d'ORDS. Donc, soit sur un autre serveur, soit sur le même serveur, mais sur un autre numéro de port. Ou alors, on peut utiliser notre serveur J2E WebLogic, qui va nous permettre de répartir la charge sur différents points d'entrée. C'est ce qui est conseillé, en fait. Le mode standalone de ORDS, il est très bien pour majorité des cas, et notamment pour faire des démonstrations. Mais dès qu'on est dans une dimension enterprise et qu'on a besoin de sécuriser le fonctionnement d'ORDS, l'option WebLogic me paraît la plus pertinente. Ouais. Merci Virgile. Une autre question. Y a-t-il des certifications sur ORDS? Alors, je n'ai pas le détail de la question. C'est une bonne question. Alors déjà, il y a des Live Labs. Sur tout ce qui est Duality Views, il y a des Live Labs. Ça, c'est sympa. Donc ça, c'est gratuit. Vous tapez Oracle Live Labs. Vous arrivez sur une interface, vous vous authentifiez et vous tapez quelques mots-clés pour voir les Live Labs qui sont proposés. Les Live Labs, c'est des environnements de démo qui sont préconstruits avec un scénario. Ensuite, vous réalisez le scénario et vous avez cet environnement à disposition pendant 4 heures par défaut. Vous pouvez prolonger. Ça, c'est sympa quand vous n'avez pas d'environnement à vous. Sinon, vous pouvez utiliser les VM. Et au niveau des formations et des certifs, j'avoue que là, je ne sais pas. Moi, je vais compléter en tout cas la réponse, parce que dans le cadre de cette semaine des développeurs, on propose des abonnements gratuits. Donc, je vous invite, donc Zacharia qui pose la question, je vous invite à activer votre abonnement, en tout cas sur Oracle University. Il y a des formations autour de la partie data management. Donc activez et vous pourrez avoir accès à toutes ces formations et voir les certifications disponibles. Exact. C'est terminé pour les questions. Merci beaucoup Virgile pour